Le commerce, disent ses partisans, doit tout vivifier. Il doit porter la nourriture chez tous ses agents, depuis le premier ouvrier qui fait croître et qui dispose les matières premières, jusqu'au chef de manufacture qui dirige les grandes exploitations, jusqu'au commerçant qui fait circuler sur les divers points les produits manufacturés. Oui, voilà ce que devrait faire le commerce, mais il ne le fait pas. Il doit porter la nourriture chez tous ses agents, il doit la porter égale, mais il la porte très inégale. Je me demande ce que sont ces 99 hommes mal vêtus sur 100 que je rencontre, soit dans nos campagnes, soit dans nos villes. En examinant bien, je reconnais qu'ils sont tous des agents du commerce. Je vois sans chemise, sans habits, sans souliers presque tous ceux qui font pousser le lin et le chanvre, presque tous ceux qui mettent en état d'être employés, soit les matières textiles, soit la laine ou la soie, presque tous ceux qui les filent, qui font la toile et les étoffes, qui donnent la préparation au cuir, qui confectionnent les chaussures. Je vois également manquer à peu près de tout ceux qui travaillent manuellement aux meubles, aux ustensiles de métier ou de ménage, aux bâtiments, etc. Si j'observe ensuite la faible minorité qui ne manque de rien, en dehors des propriétaires terriens, je la vois composée de tous ceux qui ne mettent pas de fait la main à la pâte, de tous ceux qui se contentent de calculer, de combiner, de travestir, de raviver et rajeunir sous des formes toujours nouvelles le très vieux complot de la partie contre le tout. Je veux dire, le complot à l'aide duquel on parvient à faire remuer une multitude de bras sans que ceux qui les remuent en retirent le fruit destiné, dès le principe, à s'entasser en grande masse sous la main de criminels spéculateurs, lesquels, après s'être entendus pour réduire sans cesser le salaire du travailleur, se concertent, soit entre eux, soit avec les distributeurs de ce qu'ils ont entassé, les marchands, leurs co-voleurs, pour fixer le taux de toute chose, de telle sorte que ce taux ne soit apporté que de l'opulence ou des membres de leur ligue, c'est-à-dire de ceux qui sont comme eux en position d'abuser des moyens d'accumuler les unes représentatifs et de s'emparer de tout. Dès lors, ces innombrables mains, desquelles tout est sorti, ne peuvent plus atteindre à rien, toucher à rien, et les vrais producteurs sont voués au dénuement, ou du moins le peu qu'on leur laisse n'est que la grosse écume ou le très maigre gratin. Le tribun Gracchus se scandalise jusqu'à la fureur de voir un tel désordre. Le commerce doit tout vivifier, il doit porter la nourriture égale chez tous ses agents. Mais qu'est-ce que le commerce? Tâchons de le définir. N'est-ce pas l'ensemble de toutes les opérations qui font naître la matière première, qui l'approprient aux divers usages par la manipulation et qui la distribuent? Ainsi, tous ceux qui coopèrent à l'une de ces choses sont des agents du commerce. Pourquoi les premiers agents? Ceux qui font le travail créateur, le travail essentiel, en retirent-ils incomparablement moins d'avantages que les derniers, que les marchands par exemple, qui, à mes yeux, ne font que le travail le plus subalterne, le travail de distribution? Ah, cela explique de soi-même et de la façon la plus simple. C'est que ces derniers abusent et que les autres se laissent abuser. C'est que spéculateurs et marchands se liguent entre eux pour tenir à leur discrétion le véritable producteur, pour être toujours en position de lui dire « Travaille beaucoup, mange peu, ou tu n'auras plus de travail et tu ne mangeras pas du tout. » Voilà la loi barbare dictée par les capitaux. C'est qu'il dépend en outre de ces assassins de duper l'acheteur en lui exagérant le prix de revient de toute chose,
en lui faisant un mystère, en opérant à volonté la hausse ou la baisse, à l'aide de coupables artifices, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, en simulant la rareté des objets de première nécessité, en les attirant frauduleusement et nuisiblement, en poussant même quelquefois la scélératesse jusqu'à en détruire la plus grande partie. Le commerce tel qu'il se pratique, dans ce composé de fausseté et d'iniquité sans nombre qui constitue notre état social actuel, n'est donc qu'une somme énorme d'abus des plus meurtriers. Dans son ensemble, il est un abus monstrueux. Mais tout abus doit être détruit, dit la justice éternelle. C'est pourquoi l'abolition du commerce, c'est-à-dire de notre commerce homicide et rapace, entre dans le plan de Gracchus, dans son plan réformateur de tous les genres d'abus. Il est toutefois bien entendu et suffisamment indiqué que nous ne condamnons à périr que le commerce, qui ne réalise pas le bien-être de tous ses agents, que la minorité qui s'engraisse, consomme et n'a d'autre labeur que le souci de ses insatiables convoitises, ne puisse plus affamer et faire maigrir l'immense majorité qui produit et travaille effectivement. Qu'au sein de cette majorité, tous soient à la fois producteurs et consommateurs dans cette proportion où tous les besoins sont satisfaits, où personne ne souffre ni de la misère ni de la fatigue. Dans la société régénérée, tout doit être équilibre et compensation. Rien ne doit être motif à se mettre en avant, à se faire valoir, à vouloir dominer. Il ne doit y avoir ni haut ni bas, ni premier, ni dernier. Les efforts comme les intentions de tous les associés, les individus dont se compose la société ne sont pas autre chose, doivent constamment converger vers le grand but fraternel, la prospérité commune, inépuisable mine du bien-être individuel à perpétuité. Il est temps pour la multitude de n'être plus un troupeau que l'on tond jusqu'à la chair, qu'on égorge ou qu'on fait s'égorger elle-même. Plus de maîtres, plus d'anthropophages, plus de tyrans, plus d'ambitieux, plus d'exploitants, plus d'exploités, de l'équité, de la loyauté, de la probité, de la sincérité, toujours et partout. Que chacun ait sa fonction qu'il exerce consciencieusement et qu'il le fasse vivre heureusement et pas plus, car il faut du bonheur pour tous, également réparti entre tous. Plus de marchands ni de négociants, s'ils ne se bornent à être ce que nous avons dit qu'ils sont, de purs agents de distribution. Quand tous les agents de production et de fabrication travailleront pour le magasin commun, et que chacun d'eux y enverra le produit en nature de sa tâche individuelle, et que des agents de distribution, non plus établis pour leur propre compte, mais pour celui de la grande famille, feront refluer vers chaque citoyen sa part égale et variée de la masse entière des produits de toute l'association, en retour de ce qu'il aura pu faire, soit pour les augmenter, soit pour les améliorer, j'entends, moi, que loin d'être anéanti, le commerce se sera au contraire perfectionné, puisqu'il sera devenu profitable à tous.